Bien, bonjour à tous. Venez vous asseoir, il y a des places encore devant. Non, vous préférez rester debout? Ok. Bien, écoutez, ce matin, nous menons notre première réunion thématique. Il y en aura plusieurs, le calendrier se trouve sur notre page Facebook. Et bien, ce matin, nous traiterons de 3 grands sujets. Tout d'abord, celui concernant nos enfants, les affaires scolaires, les activités périscolaires, la petite enfance, le centre de loisirs et la jeunesse. Ensuite, nous aborderons la problématique sport et association. Et puis, 3e sujet, la sécurité et la tranquillité publique. En gros, moi j'en ai pour 20 minutes, et après on lance le débat. Le but étant que chacun puisse s'exprimer sur tous ces sujets, que l'on puisse recueillir toute la problématique, tout ce que vous vivez de bien, de moins bien, tout ce qui serait comme problème ou comme difficulté à améliorer, parce que je crois que au vu de ce qu'on entend, il y a des choses à améliorer, il y a des problèmes. Donc le but, c'est que vous puissiez vous exprimer sur tous ces sujets, de manière à ce que notre programme de campagne soit un programme concerté et qu'il prenne en considération toute la problématique. Tout d'abord, je vais vous rappeler que le 21 septembre, on a lancé notre campagne en faisant une conférence de presse et nous avons annoncé les 8 premiers colistiers qui m'ont rejoint. Donc je rappelle leurs noms: Laurence Buffat, Stéphane Tribolet, Simone Mouric, Raphaël Viard, Christophe Dugan, Rita Auvray, Johan Maté et Anne-Marie Bonnet. Le 16 novembre, ici même, donc, nous annonçons les 10 autres colistiers. Et il en manquera donc plus que 10 à ce moment-là, qui seront annoncés en janvier. Avant de commencer sur les enfants, je vais vous rappeler quelles sont nos convictions et nos valeurs, de manière à ce qu'entre vous et nous, il n'y ait pas d'ambiguïté. Sachez que notre seul parti, c'est Jonquière. Les hommes et les femmes qui composent votre future équipe municipale sont le reflet de toute la population jonquiéroise. Nous nous désintéressons totalement des convictions politiques de chacun. Votre nouvelle équipe municipale, nouvelle génération, toute génération, compétente, expérimentée et intègre, reflète les différents courants d'opinion qui font la richesse de notre village. Elle a comme seule ligne de conduite le bon sens et l'intérêt général au service de tous. Nous ne sommes pas candidats d'une quelconque famille politique, mais candidats devant tous les Jonquiérois. Sans étiquette, mais avec des valeurs, des convictions et surtout un projet. Ce programme pour Jonquière ne s'inscrira pas dans la superposition d'intérêts, mais dans l'intérêt de tous, au service de chacun. Vous l'aurez compris, nous voulons vous associer à ce programme pour l'avenir de notre commune. Pour cela, nous vous invitons à réfléchir, à apporter vos remarques et vos idées à l'occasion de nos différentes réunions thématiques, car nous vous donnerons la parole, et c'est ce que l'on fera d'ici un quart d'heure. Jonquière doit, pour nous en tout cas, retrouver son identité et son vrai visage, un visage provençal, humain, plein de charme et de vitalité. Pour moi, être maire de Jonquière, c'est d'abord porter du respect et de l'amour aux Jonquiérois. C'est aimer Jonquière et tous les Jonquiérois dans leur diversité. Ceux qui sont nés à Jonquière ou ceux qui ont adopté notre village. Le principe d'humanité qui nous anime laisse toujours une place à l'autre et à la vie contraire. Cette démarche s'oppose à la majorité actuelle, celle des certitudes faciles qui conduisent à des décisions fragiles. Au-delà des conseils municipaux, chaque semestre, nous organiserons une réunion publique pour vous rendre compte de nos actions et la parole vous sera donnée pour répondre à vos questions et à vos doutes. Pour mieux vivre à Jonquière, nous voulons replacer le citoyen au cœur des préoccupations publiques. Mieux vivre à Jonquière, c'est pour nous construire un village plus solidaire entre ses quartiers, ses habitants et les élus. Chaque Jonquiérois doit avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes services, quel que soit son âge, quel que soit son quartier. Si vous nous accordez votre confiance, la première mission de notre équipe sera donc de simplifier la vie des Jonquiérois. Nous voulons demain que toutes les générations se sentent bien à Jonquière. Désormais, je veux vous dire que Jonquière constitue ma seule priorité, ma seule ligne d'horizon.
Si vous nous faites confiance en mars prochain, eh bien je serai un maire à temps plein. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner sur ce chemin difficile. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans la victoire. Nous avons besoin de vous pour porter nos messages à vos amis, vos voisins et votre famille. Rien ne sera possible sans vous. Ce genre de défi, de combat, on l'appelle comme on veut, il ne se mène pas tout seul. Il ne se mène pas qu'avec une équipe de colistiers. Il se mène avec une équipe et la population. Donc, dès demain, eh bien, unissons-nous pour Jonquière. Maintenant, eh bien, après vous avoir fait part de nos convictions et de nos valeurs, on va aborder le premier sujet. Il concerne nos enfants, bien sûr. Avant d'être parents, eh bien, je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Nous sommes tous parents d'enfants et nous faisons confiance aux enseignants à qui ils sont confiés. D'abord à l'école maternelle, puis primaire. En qualité de parents d'élèves, nous avons le droit d'être exigeants avec l'école maternelle, puis primaire. Mais l'école à Jonquière, comme ailleurs, n'est pas qu'une affaire de professionnels de l'éducation nationale. Parce qu'elle est un endroit où se rassemblent tous les enfants de notre village. Parce qu'elle transmet les valeurs et les savoirs qui en feront plus tard des citoyens épanouis. Le maire et les élus locaux sont concernés au premier degré. Ils doivent mettre à disposition des enfants, des enseignants et des familles tous les moyens nécessaires permettant à tous de s'épanouir. Ils doivent soutenir et accompagner les enseignants, incarner les attentes des Jonquiérois à l'égard de l'école, exprimer leurs espoirs et aussi leurs impatiences. Nous constatons que l'équipe municipale actuelle n'accorde pas à nos écoles jonquiéroises l'attention qu'elles méritent et qu'elles exigent. Les contraintes des parents ne sont pas entendues. Beaucoup d'entre vous sont mécontents par manque de communication, mais aussi d'organisation. Mais tout d'abord, je vais évoquer la crèche. La crèche qui concerne, vous savez bien sûr, les tout-petits. La crèche de Jonquière, elle a été inaugurée en 2008. Cette crèche, d'une capacité de 40 places, a été imaginée en 2007. Le maire, à l'époque, avait connaissance de ses ambitions d'urbanisation à grande vitesse. Mais le bon sens n'étant pas une de ses grandes qualités, il a validé une crèche de 40 places qui s'avère bien évidemment sous-dimensionnée dès 2009. Pourquoi sous-dimensionnée ? Bien parce qu'il s'était bien gardé de dire à tout le monde, déjà aux élus en premier temps, que derrière cette crèche de 40 places, il y avait les projets d'urbanisation, à savoir la Dana, la campagne des Ramades et le Genestier. Ces populations n'étaient pas prises en compte quand la crèche de 40 places avait été imaginée, puis validée. Sinon, et bien évidemment, si ces projets avaient été pris en considération, c'est pas 40 places qu'il fallait, c'était au moins 60. Mais aujourd'hui, on est à 40. Certes, l'association des Nounous vient en renfort derrière cette crèche. D'ailleurs, l'association des Nounous est très active, mais beaucoup de parents restent sans solution face à cette situation. Et bien évidemment, nous devrons avoir une réflexion sur ce sujet pour apporter des solutions aux parents. Alors la crèche, à l'époque, dans son projet initial, elle avait été conçue en termes de surface pour passer le cap des 40 et monter à 60 places. Donc le problème pour y arriver, c'est uniquement le recrutement de personnel et la mise en place de nouveaux mobiliers. Mais on peut monter jusqu'à 60 dans la crèche telle qu'elle est aujourd'hui. C'est juste une volonté de le faire. L'école Boucher, actuellement, vous le savez, est en travaux. Elle devrait répondre aux attentes. Des travaux qui durent depuis trop longtemps par manque de rigueur et de sérieux dans le suivi du chantier. On nous a d'abord promis pour le 15 août, avec 2 semaines pour l'aménagement des nouvelles classes, pour une rentrée scolaire des enfants dans cette nouvelle école Boucher. Et puis, pour des raisons aussi diverses que variées, le chantier a été retardé. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça en est. Les entreprises viennent un peu, malheureusement, quand elles veulent. Elles viennent de Marseille, donc ça fait un peu loin quand même pour venir sur un chantier comme l'école Boucher. Ce sont des gros groupes qui ont eu le marché public. Jonquière est malheureusement pour eux peut-être un marché secondaire, qui n'est pas donc une priorité. Ils envoient du monde à Jonquière quand ils ont du monde de libre, plus ou moins. C'est très désagréable de faire ce constat-là, mais c'est malheureusement ce qui se passe sur ce chantier. Donc aujourd'hui, on commence à nous parler d'une échéance pour janvier. Je suis assez sceptique. Je ne suis pas certain que janvier pourra être la date de réception. On verra. Lundi matin, il y a une réunion lundi après-midi, il y a une réunion de chantier auquel j'irai assister
pour voir un petit peu quelle est cette évolution. Voilà. En conseil municipal la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents ou ceux qui ont vu les vidéos, j'ai interrogé le maire parce qu'il semblerait, parce qu'on entend dire en tout cas, qu'il y aurait un problème avec le plancher de l'école Boucher, un plancher donc où avant il y avait des appartements dessus pour les enseignants. Il s'est voulu très rassurant. Donc là, moi, je reste très interrogatif, très dubitatif par rapport à ça. On verra ça lundi, j'irai à la réunion de chantier, je ferai l'architecte. On verra lui quelle est sa position sur cela. Mais bon, tous des petits problèmes qui viennent par-dessus les uns des autres et qui font que le chantier recule et on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop comment on y va non plus. Pour en venir à l'école Mistral, eh bien, elle est beaucoup plus récente, mais déjà dégradée par le temps. Très peu d'entretien de son infrastructure. Au fil des années, selon les projets immobiliers, des extensions ont vu le jour d'une manière très désordonnée. Vous voyez, cette architecture est très diverse sur cette école-là. La dernière extension remonte à 2013, quand 4 classes ont été construites en catastrophe sur un projet monté très vite, sans trop de réflexion. Mais bon, c'est ainsi. Ce constat démontre le manque d'anticipation et surtout le manque de projets tournés vers l'avenir. Parce que, en tout cas, ça ne m'engage que moi, mais si sur cette affaire des écoles, il y a 10 ans en arrière, plutôt que de réfléchir sur des petites verrues que l'on rajoute à droite à gauche, des restaurations partielles et autres, on était parti sur un projet de groupe scolaire neuf, complet. On aurait peut-être aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus vivable pour nos enfants. Venons-en maintenant à la cantine scolaire. La cantine est bien même cas de figure que la crèche finalement. Réhabilitée et redimensionnée en 2011, elle est surchargée aujourd'hui. Elle l'était d'ailleurs dès son inauguration. Les enfants prennent leur repas dans des conditions déplorables. Je le dis parce que je l'ai entendu, mais je le dis parce que je suis allé déjeuner là-bas aussi pour voir un petit peu comment les choses se passent. La capacité totale d'accueil de la cantine est très largement dépassée. Il y a beaucoup de bruit, des bousculades. Les plus petits sont souvent en larmes. J'ai vu les petits pleurer parce que ils sont petits du coup et ils se sentent paniqués avec leur plateau au milieu et c'est très désagréable de les voir comme ça, pleurer et pas savoir où aller, comment faire. Et donc du coup, ils mangent très peu, voire pas. À 13h30, il est très surprenant de voir encore des enfants arriver seulement à table, alors qu'ils sont dans la cour depuis midi. Ils vont à table à 13h30 pour reprendre les cours à 14h. Alors quand je dis 13h30, c'est 13h30, ils rentrent dans la cantine, ils font la chaîne, ils vont s'asseoir pour manger, il faut qu'ils aient mangé, qu'ils soient sortis pour être en classe à 14h. C'est juste pas possible. Le personnel, du coup, travaille lui aussi dans des conditions très pénibles. Alors, cette crèche, aujourd'hui, il faut savoir qu'elle accueille 430 enfants tous les jours. Alors, c'est une moyenne, hein. Des fois 420, des fois 440. La moyenne, c'est la cantine, pardon, autant pour moi. 430 repas par jour dans cette cantine, qui, au départ, était prévu pour 120 places. Alors, certes, c'est un schéma self-service, hein, donc ça rentre, ça sort à l'autre bout, mais on passe 430 personnes dans une cantine initialement qui est prévue pour 120 places. Alors, certes, il y a 2 voire 3 services, mais c'est de l'expéditif, hein. Je ne sais pas si certaines mamans ont pu aller déjeuner ou se rendre compte sur place. C'est désolant. Donc là aussi, il faudra avoir une réflexion parce que à terme, et quand je dis à terme, c'est pas dans 10 ans, hein, il va falloir vraiment prévoir de nouveau une extension pour que les enfants mangent dans des conditions, on va dire, convenables. Venons-en maintenant au centre aéré. Hébergé dans le centre socioculturel, le centre aéré ne dispose pas de place suffisante pour accueillir et dispenser des activités répondant à l'attente des enfants et des parents. Le centre aéré dispose de quelques pièces au rez-de-chaussée du bâtiment. Il dispose depuis peu de l'ensemble du rez-de-chaussée, y compris la salle du conseil municipal et des mariages. L'accueil se limitait à 80 enfants au maximum. Mais suite au grand nombre de parents mécontents, le maire a finalement entendu. Et aujourd'hui, la capacité d'accueil a été portée à 130. Les conditions d'accueil des enfants et de travail pour le personnel sont difficiles, par manque de place et donc de possibilités d'activité. Je pense que tous ceux qui emmènent leurs enfants là-bas en sont conscients, ou on peut se rendre compte de l'état de la situation. C'est vraiment inadapté aujourd'hui. Salle du conseil municipal, un jour c'est le centre de loisirs, un jour c'est le conseil municipal, après c'est un mariage.
ça devient infernal. On ne peut pas superposer comme ça les choses. Donc le centre de loisirs ne peut pas s'installer correctement avec des vraies activités, des vraies animations, enfin, du vrai matériel. C'est vraiment insoutenable de voir comment ce centre de loisirs fonctionne. Et je pense que là, on peut malgré tout tirer un coup de chapeau au personnel qui fait ce qu'il peut dans des locaux qui sont finalement pas adaptés. Là aussi, donc, eh bien, il faudra une vraie réflexion. L'autre sujet, je l'ai gardé pour la fin sur les écoles, en tout cas, enfin sur l'enfance, c'est les activités périscolaires. Je crois que là, il y a beaucoup à dire. J'ai beaucoup écouté, nous avons beaucoup écouté les parents ces derniers temps, mais ce problème-là, il est récurrent depuis la mise en place, je dirais, de cette loi Payon à l'époque. Hein. Il y a les pour, il y a les contre. C'est un grand débat. Hein. À Jonquière, en tout cas, le problème, il est clair. Ça coûte cher déjà à la commune, on est d'accord, les rythmes périscolaires, à l'époque, on appelait ça les TAP. Mais au-delà de ça, beaucoup de parents sont mécontents du système en place à Jonquière. Aucune souplesse dans le mode de fonctionnement. Il nous semble important et urgent d'avoir une vraie réflexion de fond sur cette situation. Au vu de ce que l'on a pu entendre de différents parents et autres, deux solutions semblent se dégager suite aux différentes discussions. La première, assouplir considérablement le fonctionnement en permettant aux parents de récupérer leurs enfants sans attendre forcément la fin des activités. On voit des parents qui sont une demi-heure avant devant l'école parce qu'ils arrivent du boulot. Ils ne vont pas rentrer chez eux pour revenir un quart d'heure après récupérer l'enfant à la fin des activités. Ça me semble du bon sens. Donc il faut imaginer un nouveau mode de fonctionnement. Si on reste sur le schéma activité périscolaires telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut permettre aux parents de récupérer les enfants quand ils sont devant le portail. Ils arrivent du boulot à 5h30, ils vont récupérer leur enfant. Ils ne vont pas attendre devant le portail, sachant qu'en rentrant, il y a encore des devoirs à faire du coup. Parce que les activités périscolaires, on ne prend pas en compte les devoirs. Donc je crois qu'il faut vraiment faire preuve de souplesse. Et pour cela, eh bien, il faut ouvrir le dialogue entre les élus, la mairie, les élus, les parents et les enseignants. Il faut vraiment ouvrir ce dialogue autour de la même table et sans tirer la couverture à soi. Je crois qu'il faut aller vers une vraie solution qui permette que tout le monde soit satisfait, mais surtout que les enfants soient eux satisfaits. Au final, c'est eux. Et ensuite, la deuxième hypothèse qui ressort des discussions, c'est bien revenir à un mode de fonctionnement antérieur en supprimant les activités périscolaires. Proposition, donc, fin de la classe à 16h30, comme c'était à l'époque, récréation jusqu'à 17h, puis études surveillées jusqu'à 18h15, et les parents peuvent récupérer leurs enfants durant les études surveillées. Au travers de toutes les discussions, c'est un petit peu ces deux modes de fonctionnement qui émergent. Alors, bien évidemment, il y aura ceux qui seront pour l'un, ceux qui seront pour l'autre, ceux qui ne seront pas, c'est un vaste débat. Et bien pour cela, nous proposerons dès le mois d'avril un sondage auprès de l'ensemble des parents par courrier remis à chaque élève. Il permettra donc à chaque parent de se prononcer en faveur de l'une ou de l'autre des propositions. Démocratiquement, bien la majorité l'emportera. Donc il faut toujours rester démocratique dans ce genre de situation. Et ensuite, nous vous proposerons dès notre élection la mise en place d'une commission municipale extrascolaire composée de parents, d'enseignants et d'élus qui pourra se réunir d'une manière régulière ou chaque fois que le besoin se fera sentir, de manière à vraiment établir un débat, établir des relations saines pour toujours favoriser l'éducation de nos enfants. Je crois qu'aujourd'hui, il manque de considération. Il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la même table et pas chercher à se quereller, à chercher des poux dans la tête, comme on dit simplement. Il faut aller de l'avant et penser qu'à nos enfants et pas au reste sur ce dossier-là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les écoles, crèches, ainsi de suite. Je déroule ce que j'ai à vous dire sur un quart d'heure et après on lance le débat sur tous les sujets. Je voudrais vous parler maintenant de notre jeunesse. Et pour parler de la jeunesse, je vais m'adresser à eux. Trop souvent, nous entendons concernant cette jeunesse, il n'y a rien pour les jeunes à Jonquière. On s'ennuie à Jonquière. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous retrouver entre nous. Ça, je l'entends des jeunes, les adolescents et autres, qui font remonter ce genre de remarques. Et c'est pas nouveau. Nous avons des propositions à vous faire
qui seront le point de départ de projets que nous allons construire ensemble. Nous travaillerons tout d'abord sur la création d'un espace club ado. Un espace club ado, eh bien, salle de loisirs, multimédia et ainsi de suite. Là, après ça, en travaillant avec eux, que l'on verra quels sont les besoins, quelles sont les envies et qu'est-ce qui les intéresserait. Nous voulons vous permettre de vous retrouver dans un lieu qui vous sera dédié. Les jeunes doivent avoir un lieu qui leur appartient, où ils puissent se retrouver. Il est bien évident que, au milieu de ça, il faut un adulte pour s'en occuper. Donc l'idéal, c'est un médiateur qui soit là pour encadrer cette jeunesse. On ne peut pas créer un club ado et laisser les ados entre eux sans encadrement. Donc il faut un médiateur. Nous mettrons également en place, en collaboration avec le centre de loisirs, la MJC, les enseignants et le club de l'amitié, des ateliers intergénérationnels favorisant la transmission des savoir-faire entre seniors et jeunes jonquérois, qui seront basés sur des multi-activités. Alors elles sont aussi diverses que variées, hein. Bricolage, jardinage, potager, cuisine, et ainsi de suite. Alors certains vont dire que ça fait rétrograde. Mais il y a des enfants qui ont envie de savoir, qui ont envie d'apprendre, et puis il y a des anciens qui ont envie de transmettre. Et je crois que le lien, on ne le fait pas assez. Ensuite, en collaboration avec la MJC, alors je ferai une parenthèse sur MJC. MJC, ça veut dire Maison des Jeunes, on est bien d'accord. Si on fait la moyenne d'âge de la Maison des Jeunes aujourd'hui, c'est plus une Maison des Jeunes. Hein. Je m'excuse, c'est une Maison des Vieux aujourd'hui. Je m'excuse de le dire aussi simplement que ça, aussi schématiquement. Mais c'est ça le scénario. Faites la moyenne d'âge des adhérents là-bas, vous verrez. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que cette Maison des Jeunes reprenne ce dont pourquoi elle existe. Il faut qu'elle redevienne une maison des jeunes. Il faut qu'on permette aux jeunes de s'accaparer cette maison des jeunes parce qu'elle est faite pour ça, elle est faite pour eux. Elle n'est pas faite pour des activités autres que celles dédiées à la jeunesse. Donc, c'est à revoir. Nous voulons donner également une autre dimension au PIGE. Le PIGE, c'est le point info jeune. Alors, le point info jeune, ouais, il existe. Ouais. Sur l'organigramme de la mairie, on voit qu'il y a un point info jeune. Il est localisé, il est quelque part, vers les écoles, là-bas maintenant, dans l'ancienne crèche. Mais au final, il ne s'y passe pas grand-chose. Hein. Mais il faut savoir qu'il doit être le point central et qu'il doit permettre à chacun de nos jeunes de pouvoir, eh bien, à tout moment, venir chercher des renseignements. Et nous proposerons donc, dès le mois d'avril, de venir chercher donc des renseignements, des conseils, mais aussi et surtout rencontrer des techniciens compétents sur tous les sujets liés à la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont au PIGE, mais ils ont une personne qui est là, effectivement, pas tout le temps, mais qui est présente de temps à autre, mais qui n'est pas forcément en capacité à répondre à toutes les demandes. Et là, il faut juste organiser des conférences, organiser des réunions, organiser des points d'information. Et que cette jeunesse, elle est en demande. Et il faut répondre à sa demande. Au plus tôt également, pour la jeunesse, nous installerons un conseil municipal des jeunes qui sera ouvert aux 8-14 ans. Alors pourquoi 8-14 ans et pas moins et pas plus? 8-14 ans, c'est une moyenne qui ressort d'une analyse faite sur le plan national. Et globalement, c'est les 8-14 ans qui sont le plus impliqués et le plus intéressés par ce genre de démarche. Donc, eh bien, ce conseil municipal des jeunes, c'est un lieu d'expression, d'écoute et de prise en compte de la parole des enfants et des jeunes sur la vie de la commune. Il permet d'apprendre à être citoyen, d'y agir et de ce fait d'être initié à une éducation de la démocratie. C'est une structure institutionnelle qui se présente sous la forme d'un lieu privilégié d'apprentissage, d'animation et d'exercice de la démocratie locale et qui reconnaît l'enfant et le jeune comme un citoyen à part entière. Le conseil municipal sera élu dans la même logique que le conseil municipal des adultes. Il sera managé par un adjoint. Il sera composé d'un maire des jeunes, d'adjoints et de conseillers municipaux. Ils siégeront en conseil municipal des jeunes. Il y aura des commissions avec des projets à travailler. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a inventé pour Jonquière. Hein. C'est institutionnel. On ne fait pas ce qu'on veut là. On applique une réglementation qui existe au plan national. Mais je crois que c'est une bonne école de la ville pour les jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent découvrir les choses. Je crois que c'est important. Les communes qui ont fait le pas sont satisfaites et les enfants sont satisfaits. Et du coup, les parents aussi. Ensuite, concernant les 14-18 ans, eh bien, nous proposerons de les intégrer au comité des fêtes. Avec l'accord des parents, bien sûr.
Pourquoi le comité des fêtes? Parce qu'on en reparlera dans une autre réunion, quand on parlera des festivités. Nous voulons absolument créer un comité des fêtes. Notre village, notre commune, souffre de ne pas avoir de comité des fêtes. Aujourd'hui, tout ce qui est lié à la culture, aux festivités, c'est... comment dirais-je? C'est décidé, on va le dire comme ça, c'est décidé par l'adjoint à la culture et une petite équipe d'élus, commission culture, avec de temps à autre des extra-municipaux. Mais ça reste très renfermé, c'est très fermé sur lui-même, ce monde-là. Et je crois qu'il faut l'ouvrir. Pour moi, pour nous, nous pensons que ce comité des fêtes doit être rendu aux Jonquiérois. On doit proposer aux Jonquiérois de s'organiser en comité sur le principe associatif. Hein. Il est bien évident que la mairie versera la subvention telle qu'elle est aujourd'hui, mais au lieu de la verser à la culture gérée par un adjoint à la culture, c'est versé au comité des fêtes géré par un bureau associatif. La subvention, elle sera toujours identique, mais elle permettra à un comité des fêtes qui sera représentatif de la population jonquiéroise, et bien de s'organiser, mais surtout d'organiser des manifestations qui correspondent peut-être plus aux besoins, plus aux envies et plus aux désirs de chaque génération dans Jonquière. C'est pour ça qu'on propose d'y intégrer les 14-18 ans, avec l'accord des parents, de manière justement à ce qu'ils puissent apporter leurs idées et puis faire valider par ce comité des fêtes des manifestations qui correspondent à cette tranche d'âge et qui correspondent donc à leurs envies, leurs passions et ce qu'ils veulent voir se développer sur la commune concernant les festivités. Je pense que tout ça, c'est des choses qui doivent évoluer, qui doivent changer. On ne peut pas se contenter de manifestations décidées par un petit groupe. Il faut aller au-delà. Il faut rendre ça à la population. Toutes les villes où les festivités fonctionnent bien, où il y a une forte évolution de festivités, eh bien, c'est des villes qui ont un comité des fêtes. Faites le tour, vous le verrez autour de vous, dans les communes autour, où il y a un comité des fêtes, les festivités sont bien souvent bien supérieures aux villes où il n'y a pas de comité des fêtes. Pourquoi? Il y a aussi un phénomène simple, c'est qu'une municipalité ne peut pas organiser des manifestations dégageant des bénéfices, par exemple. Alors qu'un comité des fêtes associatif, il peut faire des lotos, rentrer des recettes qui permettent de faire d'autres manifestations après derrière. Qui peuvent du coup être gratuites. Donc le fonctionnement de Jonquière aujourd'hui sur ce sujet ne peut pas le faire. Puisqu'une mairie, donc la culture, n'a pas le droit de rentrer de l'argent. Elle a un budget, elle gère son budget, elle ne peut pas faire de bénéfices. Alors qu'une association, oui. Et du coup, ces bénéfices faits par des lotos ou autres, on peut imaginer un tas de choses, qui permettront d'organiser d'autres manifestations, peut-être tournées vers les jeunes, ou toutes les générations d'ailleurs. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'on mettra en place dès notre élection. Voilà concernant ce sujet-là. Ensuite, on va aborder un autre sujet, celui des sports et des associations. Finalement, c'est assez lié. On parle des écoles, de la jeunesse, on parle du sport et l'association, on retrouve notre jeunesse et nos enfants, on les retrouve après dans le sport et les différentes associations. À Jonquière, on a à peu près 70 associations. Je dis à peu près parce qu'il y en a qui arrivent, d'autres qui arrêtent, mais on est en gros à 70 associations, qu'elles soient sportives, culturelles, patriotiques et autres. Elles évoluent à des niveaux différents dans des secteurs aussi divers que variés. Nous constatons un sentiment d'appel au secours venant d'une partie du monde associatif jonquiérois. Notre commune dispose d'une vie associative vivante et dynamique, avec un véritable désir d'engagement. Nous devons nous appuyer sur cette vitalité pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, nous ferons une évaluation des besoins. D'évidence, nous manquons d'installations permettant le développement des associations existantes et du coup la création de nouvelles. Je pense que vous le savez plus ou moins tous, on est saturé, on n'a pas de place. Depuis 30 ans, aucune réflexion nouvelle, aucune construction nouvelle au bénéfice des associations. Exception faite d'un stade, d'une tribune, ainsi qu'une réfection de la grande salle de la Maison des Jeunes il y a quelques années, et puis de la salle polyvalente qui vient de se terminer. Nous avons des propositions à vous faire sur ces sujets-là, comme dans d'autres secteurs. Nous vous proposerons donc de créer une commission extra-municipale composée de membres du monde associatif et d'élus. Vous le voyez, sur chaque sujet, on veut impliquer les Jonquiérois, avec des commissions extra-municipales, avec le comité des fêtes et autres. Tout ça pour partager et avancer ensemble. Cette commission sera rattachée à l'adjoint aux associations et au sport, bien sûr,
qui animera les groupes de travail pour mener à bien les projets de redynamisation. Le premier dossier dont sera chargée cette commission sera celui des infrastructures et des moyens mis à disposition. Nous demanderons à cette commission, dès notre élection, de réaliser un état des lieux, des installations existantes et des moyens associés, sujet qui pour nous est prioritaire et urgent. On leur demandera d'évaluer les besoins, d'identifier au travers d'un sondage les attentes des Jonquiérois, de conduire une réflexion de mutualisation des moyens logistiques qui pourraient être interassociatifs, de travailler sur un projet de centrale d'achat interassociative. Et sur ce sujet-là, des économies non négligeables peuvent être réalisées. Je pense aux assurances, par exemple, je pense au matériel divers. Je fais une parenthèse, vous savez, chaque association, aujourd'hui à Jonquière, comme dans beaucoup de communes d'ailleurs, chacun s'achète son matériel. Bon, ça va des frigos aux crêpières, aux éclairages, aux sonos, ainsi de suite. Tout ça, c'est dommageable. Effectivement, ça coûte de l'argent à chaque association. Alors que si on mutualisait tout ça, eh bien, sous forme de prêt de matériel, on sait que l'interassociatif a le matériel, il est mis à disposition, chacun le réserve quand il en a besoin. Chaque association n'a pas besoin de crêpière ou de frigo tous les jours. Donc je pense que, par exemple, ce genre de matériel-là, il peut être réservé sur la gestion d'un planning, et c'est un matériel qui est commun, en fait, à tout le monde. Et ce qui générerait moins de dépenses dans chacune des associations, du coup. Parce que finalement, dans beaucoup d'assos, on voit ce matériel qui est rangé quelque part, qui sert une fois, 2 fois par an. Le reste du temps, il dort dans un bâtiment, dans un garage, dans un hangar, un peu où c'est possible. Et ça, je pense que si on le mutualise, tout le monde gagnera de l'argent. Ensuite, nous leur demanderons de mener une réflexion sur les différentes formes de mécénat. Alors, qu'est-ce que le mécénat? Eh bien, c'est un soutien matériel et ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou une personne pour l'exercice d'activités présentant un caractère d'intérêt général. Pour faire plus clair, un mécène, c'est une entreprise quelconque qui peut faire un don à une association quelconque de son choix, ou l'inverse, c'est l'association qui va solliciter l'entreprise. Ce don pour l'entreprise est défiscalisable, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une action de mécénat. Et aujourd'hui, les mécènes, alors, il y en a moins qu'avant, il faut être honnête, parce qu'il y a moins d'argent sur le marché. Mais on trouve des mécènes. Après, c'est sûr que ça nécessite de s'impliquer, ça nécessite d'aller démarcher, mais on trouve encore des mécènes. Et la commission extra-municipale, telle qu'on veut la créer, pourra être chargée d'aller déclencher des actions de mécénat. Ensuite, nous souhaitons mettre en place un plan de formation portant sur la gestion d'une association, que ce soit sur le plan administratif comme financier. Et nous leur demanderons de faire des propositions bien concrètes sur tous les autres sujets qui pourraient leur venir à l'esprit. Nous souhaitons également vous proposer de travailler sur la création d'une plateforme numérique des associations qui sera mise en ligne et donc disponible à tous. Ce projet web des associations fera partie intégrante du site internet de la ville. Nous souhaitons également y associer un compte Twitter, mairie, qui informera la population abonnée de vos actualités et de vos résultats sportifs en immédiat. Ce service sera bien sûr gratuit. Voilà concernant les sports et associations. Après, on va pouvoir échanger sur tout ça, bien sûr. Ensuite, le dernier sujet, eh bien, la sécurité et la tranquillité publique. Un sujet plus délicat à aborder. Plus délicat parce que, du coup, c'est sensible, la sécurité, le monde le sait. Alors, comment aimer sa commune? Eh bien, tout d'abord, si elle n'assure pas l'un des premiers droits intangibles, celui de la sécurité. La tranquillité, quant à elle, est un objectif encore plus large. Chaque acte délinquant, chaque incivilité, chaque manque de respect envers autrui demeurant insupportable et doivent être réprimés. Vivre en sécurité, c'est sentir que sa vie et celle de nos enfants a un sens, que nous pouvons exercer librement nos activités professionnelles et personnelles. Notre action pour rendre la police municipale plus efficace et la justice plus rapide sera totale. Mais le chantier est beaucoup plus large. Le mot sécurité est trompeur. Parlons plutôt de civisme. La sécurité n'est pas qu'un ressenti. La sécurité, elle se voit. Quand nous arrivons dans une commune, la première impression est capitale. Nous ne devons pas ressentir d'agression visuelle qui donnerait un sentiment d'insécurité. Force est de constater aux abords du centre de notre village que la voirie est dégradée et les espaces verts délaissés.
La sécurité commence donc par la protection de notre environnement. Veiller à la disparition immédiate de toutes les dégradations serait une mission prioritaire pour notre équipe. Ensuite, tout faire pour rendre propres les espaces collectifs. Quand nous donnerons un visage plus humain à l'espace collectif, eh bien chacun se sentira plus concerné. Chacun appréciera davantage son village et le sentiment d'insécurité reculera pour tout le monde. Je parle d'un point de vue visuel, hein, pour l'instant. Souvent, lorsque nous échangeons à l'occasion de nos rencontres dans la rue ou ailleurs concernant ce sentiment d'insécurité, eh bien immédiatement les détails de la vie quotidienne tels que boîtes aux lettres abîmées, tags, saletés, matériel abandonné, voiries défoncées, alimentent les discussions. Dès notre élection, eh bien, nous prendrons des mesures pour stopper ce sentiment visuel d'insécurité. La police municipale constitue au plus près du terrain le premier rempart de notre sécurité et de nos libertés. À Jonquière comme ailleurs, la sécurité des biens et des personnes est bien sûr l'affaire de l'État et donc de la gendarmerie. Mais elle incombe aussi au maire, qui est détenteur du pouvoir de police dans sa commune. Il est temps d'ouvrir une réflexion approfondie sur la place et le rôle de notre police municipale. Au lendemain des prochaines élections, nous proposerons aux différents maires du bassin de vie orangeois, à notre intercommunalité, à la gendarmerie et à la police nationale de débattre à Jonquière, avec pour objectif d'établir des vrais partenariats au quotidien. Nous souhaitons mettre en place un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé à Jonquière, hein. C'est quelque chose d'institutionnel là aussi. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut avoir la volonté de le mettre en place. Il s'agit donc d'une instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles se mobilisent les institutions et organismes publics et privés concernés. Police, gendarmerie, police municipale et le milieu associatif. Nous souhaitons également mettre en place la procédure de rappel à l'ordre. Le Code général des collectivités territoriales prévoit cette procédure lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique. Le maire ou son représentant désigné peut procéder verbalement à l'endroit de leurs auteurs au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publique. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient bien sûr en présence de ses parents ou de son représentant légal. Donc, concernant ces deux points, ça peut comment dirais-je, faire réagir certains ou certaines, mais il ne faut pas voir ça comme de la répression. Au contraire, c'est de la prévention. Et c'est à utiliser comme un outil de prévention. Tout le monde peut faire des écarts dans la vie à un moment donné, hein. On parle de célébrité publique, on parle d'un tas de choses du coup avec ça, hein. La sûreté, la sécurité, tout se confond. Mais je crois qu'à un moment donné, mieux vaut avoir des rencontres en mairie, avec l'adolescent ou le jeune adulte ou qui ont dérapé, et faire des rappels à l'ordre, sereinement, plutôt que de laisser dériver une situation qui après peut devenir plus grave à gérer, et qui du coup après passe dans les mains de la justice. Donc mieux vaut, je pense, intervenir bien avant, dès l'adolescence, chez nos jeunes adultes, qui des fois peuvent dériver. Je pense que c'est bien avec les parents et la mairie, eh bien d'essayer de ramener les choses dans une logique de vie, on va dire. Je pense que là, on peut avoir un gros travail d'accompagnement à faire. Et ça peut aussi aider des parents qui n'y arrivent pas. Parce qu'on est aujourd'hui dans notre société confronté à des parents qui sont dépassés par l'éducation de leurs propres enfants. Il y en a plus qu'on le pense. Et je pense que ce genre de mise en place de moyens verbaux, pas plus que ça, peut permettre de prendre en considération beaucoup d'éléments liés à tout ça et de les résoudre. On résout jamais tout, on n'a pas une baguette magique, mais je pense qu'il faut le faire, il faut se donner la capacité à essayer d'apporter un maximum de choses à nos enfants et aux parents qui sont aussi du coup en difficulté face à certaines situations. Voilà. N'y voyez pas un aspect répressif du tout, c'est pas ça. Et c'est pas quelque chose qu'on invente à Jonquière, c'est institutionnel, c'est en place, et il suffit d'avoir la volonté dans les communes ou les intercommunalités de développer ce genre de choses. Après, il faut avoir le courage de convoquer les parents, et puis un jeune qui a fait une bêtise, de le convoquer en mairie, de le recevoir, et de jouer un petit peu le rôle
L'assistance sociale, en fait. Hein. Et puis instaurer un dialogue. Et essayer de faire comprendre que bien, ça ne sert à rien d'aller dans la dégradation, d'aller dans la petite délinquance ou autre. C'est un premier pas pour éviter des choses plus graves après. Nous voulons donc également faire travailler ensemble au quotidien nos forces de l'ordre pour plus d'efficacité. Notre police municipale doit être au cœur de l'action, au plus près de la population et à tous les instants. Elle doit être en capacité de travailler en harmonie totale avec la gendarmerie nationale. Ces actions sont essentielles pour lutter contre les incivilités et l'insécurité. Nous serons très vigilants sur ce dossier. La tranquillité publique doit être préservée. Et sur ce sujet, eh bien, le savoir-faire des principales polices municipales vauclusiennes seront notre source d'inspiration pour enrayer les incivilités croissantes et toutes les formes de délinquance dans notre village. Nous nous y engageons. Aujourd'hui, c'est vrai que sans vouloir aller trop loin sur ce sujet-là, c'est un sujet délicat, hein, je crois qu'on a besoin de remettre certaines choses à leur place. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur nos trois grands sujets. J'ai essayé de ne pas trop m'attarder, j'ai essayé de faire vite parce que la parole, elle vous appartient. Je vous ai fait partager nos réflexions, nos premiers constats pour l'avenir de Jonquière à partir de mars 2020. Et bien maintenant, on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions et que l'on puisse y répondre. Voilà ce que nous avions à vous dire dans un premier temps. Merci. Qui est-ce qu'il y a des... Alors, on parle des trois sujets, hein, que ce soit l'enfance, l'école. Dans les écoles, on parle aussi de la crèche, centre de loisirs. Au sujet de la délinquance, à Violès, ils ont instauré, donc ils ont convoqué les parents et les petits délinquants, entre guillemets, avec avertissement, la prochaine fois, c'est la gendarmerie. Oui. Oui, c'est bien, tout à fait. C'est exactement ce que je dis, c'est que cette action-là, elle reste préventive et elle reste une forme d'éducation et une forme de soutien aux parents. Avant justement que ça n'arrive à une action répressive parce que ça va trop loin et du coup après c'est la gendarmerie qui s'en mêle et là c'est plus pareil. Oui. Pour faire suite à la réflexion de monsieur, dans l'aspect éducatif de ce qu'on a parlé, ça fait partie des pouvoirs publics lui-même. Est-ce qu'on peut pousser le raisonnement plus loin et imaginer que la mairie de Jonquière accueille par exemple des jeunes en travail d'intérêt général? Alors, les travaux d'intérêt général, ça passe pour la justice, par le procureur après du coup là. Oui, ça passe par la justice, mais c'est des mairies qui accueillent des oui. personnes. Et donc ça a une vertu éducative et toutes les études démontrent que le travail d'intérêt général, c'est ce qui est le plus efficace pour sortir de la petite délinquance. Oui, en gros, j'ai cassé, je répare. Voilà. C'est ça, hein. Mais ça, oui, bien sûr que c'est possible, et c'est tout à fait réalisable. Les mairies ont cette capacité à intégrer des jeunes qui ont des travaux d'intérêt général, en fait. Hein. Mais non, du tout. C'est pas fait, et je pense qu'on doit le faire, parce que c'est aussi une forme d'éducation, finalement. Il n'y a peut-être pas de délinquants, donc il y a aussi. C'est pas parce qu'on a... Enfin, c'est pas forcément un délinquant qui va faire les travaux d'intérêt général, c'est quelqu'un qui a dérapé, qui a fait une bêtise, qui a cassé une boîte aux lettres, que j'en sais rien, moi, voilà. Et puis après, parce que du coup, ça va plus loin. Il y a des travaux d'intérêt général qui peuvent être mis en place par le procureur, parce que là, c'est pas la mairie qui décide de mettre en place des ordres de travaux d'intérêt général, hein. C'est décidé par la justice, du coup. Mais c'est la mairie qui va le gérer. Le jeune, il sera au service technique, par exemple, il rendra 20 heures ou 30 heures, le mercredi ou le samedi, hein, quand il n'a pas école. Je saute aussi sur la salle polyvalente. Enfin, je saute pas dessus parce que je vais vertige. En cas de pluie, il faut prévoir les parapluies à l'intérieur. Oui, ça reflue. Oui, je sais, oui. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse, enfin si vous le voulez bien, hein, commencer par le sujet lié aux enfants, les écoles, le centre de loisirs, les activités périscolaires. Je vois qu'il y a des parents qui sont là, donc je pense que si les parents sont là, c'est que le sujet était d'actualité ou intéressé. Donc est-ce que vous avez des questions sur ces sujets-là ou des remarques? Non? Est-ce que tout va bien ou est-ce que j'ai tout dit? Non? Concernant les sports et associations, est-ce que vous avez des choses à évoquer? Il a été évoqué la salle polyvalente qui vient d'être terminée. Le constat est désolant, mais oui, je suis au courant. Oui.
Et concernant la sécurité, pas d'autres questions? Aussi, la vitesse. Ouais. Ah, ça alors. La livre qui passe, là, il y a une qui traverse Jonquière et tout. Oui, moi j'habite route de Frontaison, pardon. Et c'est vrai que route de Frontaison, ça va très vite. Ouais. À un endroit. C'est vrai que ça roule très vite. Alors, Quand même, il y aurait quelque chose à faire là. oui, bien sûr, bien sûr. Il faut faire quelque chose. Et la solution, alors, les solutions, peut-être des solutions, il y en a. Il y en a pléthore, hein. De relever le numéro. Oui, on a le temps de relever le numéro. Une voiture qui passe très vite, on n'a pas le temps de relever la plaque, hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais des solutions, il y en a pléthore. Après, les solutions, elles peuvent être plus ou moins, comment dirais-je, agréables pour le voisinage après. Les dodanes, par exemple. C'est vrai que ça ralentit, hein. Mais par contre, celui qui va voir le dodane devant chez lui, là, qui va habiter à gauche ou à droite du dodane, il va prendre toutes les vibrations chez lui, hein. Bon, le pire, c'est les camions quand ils passent sur les dodanes, hein. Donc, tout le monde en voudrait, mais personne n'est devant chez lui, hein. C'est aussi des... Il faut être conscient de ça, après, hein. Ah, pardon? Oui, alors, oui, les radars pédagogiques, c'est bien souvent ce qui est la première étape et qui, naturellement, moi le premier, quand ça m'arrive, on lève le pied naturellement, en fait. Donc, inconsciemment, on lève le pied quand on voit le radar pédagogique. Enfin, moi c'est ce que je fais en tout cas quand ça m'arrive. C'est vrai que route du Frontaison, c'est un transport. Ouais, ouais. Il n'y a aucun respect du 50 km. Aucun. Ouais, oui. Que ce soit sur la route nationale, que les gens arrivent d'Orange, prennent la route de Jonquière, 50 à l'heure, ce n'est pas respecté. La route de Violette. Et l'autre jour, l'autre soirée, il y avait des policiers avec l'appareil ou les jumelles. Là, ça a dû faire du mal, parce que, bon. Et même par chez nous, on est une petite rue desservie, les gens passent par là pour éviter Jonquière. C'est vrai qu'après, donc, au-delà du dodane Et le 50 à l'heure n'est toujours pas respecté. Un enfant peut sortir de la maison, il peut être... Qu'est-ce qu'on attend? Qui est pas accidenté? Il faut mettre en place des moyens. Alors, les moyens, comme je le disais, il y a les moyens qui sont donc préventifs. C'est le dodane, c'est comment dirais-je, l'aménagement des voiries. Pour les gens d'importants, les dodanes. Oui, d'accord. Tu sais. Il y a quelqu'un de malade. Comme moi, j'ai eu... Ah, mais les pompiers, ils n'aiment pas le dodane, hein, par exemple. Chaque fois qu'il y avait un dodane, le cri au secours. Non, les pompiers n'aiment pas les dodanes, d'ailleurs, en ambulance. Hein. C'est les gens importants qui passent. Il y en a qui sont malades. Oui, non, mais c'est pour ça que... Là, je ne dis pas que je suis pour, je dis les moyens possibles. Donc, les moyens préventifs, c'est les dodanes, c'est les voiries, qu'on appelle ça comme les routes de courtaison, là, hein, un petit peu en décalé. Les chicanes, voilà, merci de m'aider. Et après, on est sur les moyens répressifs, après. Hein. Les moyens répressifs, c'est les radars automatiques, c'est la jumelle, c'est ainsi de suite. Et là, du coup... La délinquance, on a oublié de mettre le disque bleu. Oui, c'est grave. Ah, t'es con. Moi, j'ai oublié 2 fois, j'ai pris 2 prunes. Hein. À Jonquière. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Non. Excusez-moi, pour en revenir aux dodanes, ce qui serait bien, c'est comme ils ont fait à l'entrée de Jonquière, Myriam en parlait, à l'entrée de Courtaison, c'est de mettre des bandes de la rugueuse. C'est les bandes rugueuses qui font du bruit. Oui. Sans que ce soit trop gênant, ça ralentit. Voilà. Essayez de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, mais qui ralentissent. Mais de toute façon, il est vrai qu'il faut avoir une réflexion parce que, après je donne la parole à madame, route de Camaret, par exemple, qui vient d'être terminée après des mois de travaux, ça roule relativement vite sur cette route maintenant. Alors avant, c'est vrai qu'on se plaignait tous, ça a été... Mais ça roulait doucement du coup. Maintenant, c'est un billard, c'est vrai que ça roule très vite. Donc, on a l'avantage et l'inconvénient du coup. On a une belle route, mais ça roule vite maintenant. Alors, il y a un radar pédagogique. Hein. Mais bon. Moi, personnellement, ça me fait lever le pied, même si je vois que je suis au-dessus. Mais beaucoup de gens, ça, au bout d'un moment, n'y prêtent plus attention en fait. Hein. Au-delà des moyens passifs, la seule méthode, c'est le répressif. Hein. Mais bon. Madame, vous vouliez poser une question? Oui, moi, j'ai pensé au stationnement dans le centre de Jonquière. C'est infernal les week-ends.
au moment où la police municipale, bien sûr, est en congé, c'est fermé. Il y a des voitures qui sont garées n'importe comment. Donc plusieurs voisins l'ont signalé, tout ça. La gendarmerie nous dit oui, mais on ne peut pas faire venir la fourrière, alors qu'il y a des camions de maçonnerie qui passent dans les rues. Et voilà, on en est au point que les gens continuent à se garer n'importe comment. Il y a des fois on a du mal même à reculer, si on part très tôt le matin, travailler ou autre. Donc voilà, on en est là quoi. Les gens continuent à se garer n'importe où, devant l'église, les familles viennent, allez, tout le monde débarque, on se met en travers et on ne peut plus passer quoi. Je suis d'accord avec vous, on a constaté ça. C'est vrai que, pour Jonquière 1, on a un problème réel de stationnement. On n'a pas assez de stationnement. On a commencé à y travailler, on a commencé à travailler sur tout un plan de réorganisation de tout ça, le stationnement, la circulation, ainsi de suite. C'est pas des choses que l'on posera sur la table en disant on va faire. C'est des choses qu'on proposera après le mois de mars et que l'on validera ensemble et les populations. D'accord ? Mais sachez qu'on y travaille déjà. On a une grosse réflexion sur tout ça parce que vous avez raison. C'est un vrai problème la circulation à Jonquière et le stationnement. Il y a les poubelles aussi. Oui. Je veux dire, les gens déposent n'importe quoi, des déchets, des choses comme ça. Alors, les poubelles, c'est un vaste débat. La collecte d'ordures ménagères, vous le savez, le principe de collecte a changé il n'y a pas très longtemps. Je ne vous dis pas que je cautionne ce que je vais dire, mais je vous apporte l'explication. Chez Grandjean, ça a fermé l'entrée d'Orange. Donc on ne peut plus vider les camions d'ordures ménagères là-bas. Ils n'ont plus le droit d'exploiter depuis à peu près 1 an. Maintenant, il faut aller vider les camions à Vedène. Donc, ça prend du temps, aller-retour pour les vider chaque fois qu'ils sont pleins. Donc, il a fallu que la CCPRO et que toutes les intercos soient dans le même problème, dans la même problématique, pardon. Il a fallu réfléchir à des nouvelles donnes. Et il y avait 2 solutions. Soit on essayait, enfin, ils essayaient, je ne dis pas mon mot à dire là-dedans, je ne suis pas élu dans l'intercommunalité, mais ils avaient donc 2 solutions. Soit la première, la plus simple, c'est d'augmenter la taxe d'ordures ménagères pour tous les résidents de l'intercommunalité. L'imposition, aujourd'hui, on a un peu tous peur de l'avoir augmentée. Donc, c'est pas ce qui a été retenu. Mais par contre, ils ont travaillé sur une solution qui permettait de réduire les temps de tournée, permettant d'intégrer le temps de route pour aller vider du coup après. Oui, oui. Donc maintenant, c'est vrai que c'est un vrai problème parce qu'ils ont mis en place cette solution en mettant les gros containers et non plus les containers individuels. Donc c'est vrai que ces containers, soit ils ne sont pas en quantité suffisante, parce qu'ils passent moins qu'avant, soit, après je l'ai constaté moi-même, hein, il y a des gens qui posent des sacs à côté et qui pas dedans. Et j'ai constaté moi-même à certains endroits des containers à moitié et des sacs poubelles partout par terre à côté. Parce que les gens passent devant la voiture, on pose le sac et on s'en va. Il faut tout mettre bout à bout. Hein. En fait, il y a de la civilité, mais il y a aussi un problème d'organisation des moyens de collecte. Il faut associer les deux problèmes. Aujourd'hui, donc, ça monte en charge. Les gros conteneurs sont insuffisants par endroit, ça a été constaté. Hein. Je prends les Genestiers, par exemple, que j'ai constaté la semaine dernière, encore une fois. Les Genestiers, ils vont venir faire une analyse profonde très prochainement, là, pour évaluer le réel besoin en conteneurs pour absorber toutes les ordures ménagères de tout le monde. Parce que, à force de leur faire remonter les informations, ils ont vraiment pris en considération ce phénomène. À savoir qu'au Genestier, il manque des conteneurs a priori. Donc ils vont venir faire des analyses sur plusieurs jours, et puis ils reverront le nombre de conteneurs à mettre en place. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous qu'au-delà de ça, c'est pas agréable, parce que je vois centre-ville, par exemple, place Pasteur, vous avez un endroit où il y a plusieurs conteneurs. Hein. Et bien cet été, un des riverains m'a demandé de passer voir. C'est vrai que c'était horrible. La chaleur qu'on a eu cet été, les conteneurs qui sont pleins, les sacs poubelles qui sont mis à côté, eh bien vous avez les trous pour vider les conteneurs dessous. Ça coulait, et ça coulait dans la rigole. Il y avait des asticots qui promenaient avec le jus du conteneur qui coulait dans la rue. Voilà. C'est des situations qui ne sont pas acceptables. Voilà. Alors, à décharge, c'est en train de monter en puissance, tout ça.
Ils analysent à mesure, mais n'hésitez pas à appeler la CCPRO directement, en fait. Il ne faut pas hésiter à l'appeler pour leur signaler le problème. Parce qu'ils sont preneurs de ces problèmes-là, justement, ça leur permet d'améliorer la montée en charge de ce nouveau système de ramassage. Alors, oui, c'est sûr que on râle tous, hein, on est tous mécontents quand c'est comme ça, mais en plus d'être pas content, passez un coup de téléphone également, donnez-leur les informations, ou vous prenez des photos avec le téléphone portable, parce qu'on fait tous maintenant, et vous leur envoyez les photos directement, alors situant le lieu. Et au moins, ils prennent en compte et ils pourront améliorer le système de ramassage de cette façon-là. Ce système n'est pas tellement, comment dirais-je, tellement agréable, parce que c'est vrai que ça fait des gros containers partout, ça déborde pour l'instant, ça pue l'été, il faut le dire. Hein. Mais laissons le temps, je pense, à ce que cette chose-là soit mise en place correctement et que ce soit optimisé. C'est pas évident à mettre en place et surtout à faire fonctionner au fil à plomb. Hein. Après, juste le grand problème aussi, c'est, je reviens aux incivilités qui sont flagrantes, les gens confondent container et déchetterie. Alors, devant un container, on n'y pose pas son micro-ondes, on n'y pose pas sa machine à laver qui est pétée, son frigo qui ne marche plus ou son lit qui est cassé. Ça, il y a deux solutions. Un, on le met dans sa voiture, on va à la déchetterie. Ou deux, on le garde chez soi, puis on téléphone à la CCPRO, on voit avec eux quand est-ce qu'ils passent pour les encombrants. Et on le met dehors le soir où il passe. Mais malheureusement, on voit trop souvent des stocks de meubles ou d'électroménagers devant les containers ou devant les maisons, dans la rue, n'importe où. Ça, c'est de la civilité, hein, qui peut faire l'objet de rappel à l'ordre, du coup, si on met en place tout ça. Pourquoi dans les endroits où justement il y a beaucoup de containers, il n'y a pas une caméra? Alors, une caméra mettra à l'appui les gens qui mettent des dépôts. Ouais, c'est sûr. Salubre, et donc avec, je veux dire, une amende à la clé, quoi. Je veux dire, là, ce serait radical. Hein. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais il paraît qu'il y a des caméras à Jonquière, mais moi, personnellement, je ne sais même pas où elles sont. Hein. Ouais. Elles sont essentiellement sur... Est-ce qu'elles sont utiles, là où elles sont parce que les endroits où elles n'y sont pas, il faudrait peut-être en mettre, par contre. Alors après, c'est vrai que les caméras, c'est le moyen, je dirais, le plus efficace, sous la condition qu'il y ait quelqu'un qui regarde des images, hein. Parce qu'avoir des caméras, si on n'a personne qui est devant l'écran, ben, du coup, c'est comme si on n'en mettait pas. La police municipale à Jonquière, nos caméras, alors, à titre d'exemple, il y en a une sur la place de la MJC, par exemple. Il y en a une vers les écoles. Il y en a à la place de la mairie, au Carrefour, il y en a plusieurs, là. Il y en a, où est-ce qu'il y en a encore de mémoire? Au stade, oui. Intermarché. Route de Courthézon, oui. Il y a quand même, elles sont toutes sur le centre urbain de Jonquière, on va dire. Dans les campagnes ou dans les lotissements, il n'y en a pas encore. Hein. Il n'y en a pas encore. Les gens, ils ne vont pas aller déposer des ordures ou faire des incivilités de la place de la mairie, quoi. C'est dans les endroits cachés, c'est logique. Mais il y a des gens qui n'ont pas de scrupules, hein, à ce niveau-là. Mais la place de la mairie, c'est pas tellement pour les ordures ménagères qu'elles sont posées, c'est pour la circulation, c'est pour le... Oui, mais si personne ne regarde derrière. Oui, alors aujourd'hui, le système à Jonquière, par exemple, en ville, Orange, par exemple, c'est la ville la plus proche de nous, Orange, ils ont un PC vidéosurveillance. Ça veut dire que, qui dit PC, ça veut dire poste de commandement, il y a une multitude d'écrans de télévision, on va dire, et derrière les écrans, il y a du monde, en permanence. H24, toute l'année, qui surveillent les écrans. Et c'est eux qui, par radio, selon ce qu'ils voient, qui vont déclencher la patrouille, qui va aller intervenir. Et entre la patrouille qui est en véhicule sur le terrain et la personne qui est au PC, ils sont en liaison directe et ils voient ce qui se passe. Donc ils guident directement. À Jonquière, c'est différent. Petite commune, on n'a personne derrière les écrans. Il y a des caméras. Tout est enregistré, c'est un cycle en fait. Hein. Alors, je ne sais plus quel est le cycle aujourd'hui Jonquière, mais on va dire grosso modo 15 jours, et ça repart à zéro à chaque fois. À savoir que la gendarmerie ou la police nationale peut venir saisir la vidéo sur telle période horaire, ou tel jour, ou telle semaine, pour faire du visionnage en retour arrière, on va dire, hein,
parce qu'il y a un acte délinquant ou un cambriolage ou autre, ou un braquage qui a eu lieu à Courthézon, à Orange, à Camaret ou ailleurs, et qui veulent voir par les caméras si les véhicules identifiés sont passés à tel moment à Jonquière, pour essayer de retracer la fuite d'éventuels délinquants. Ça sert aussi à ça, celles qui sont au carrefour en fait, ou sur les entrées de village. Mais après nous, l'action d'incivilité par exemple, si elle est dans le champ d'une caméra, c'est vrai qu'on n'aura personne derrière qui va pouvoir dire c'est un tel, je l'ai vu. Si on n'a personne derrière, il faudrait repasser tous les films, tous les enregistrements, pardon, et passer des heures et des heures devant pour savoir à quel moment la personne a posé un lit cassé ou un four ou un frigo. Ça peut servir de caméra partout, mais je connais quelqu'un qui a été verbalisé pour avoir déposé son sac poubelle à côté des nouvelles colonnes. Ils ont simplement ouvert le sac. Tout à fait. Alors, ça, ce que dit Anne-Marie, c'est très juste. Ça se pratique. Et à Avignon, par exemple, on a créé une police de l'environnement. Ce sont des agents qui sont assermentés, qui sont rattachés à la police municipale. Ils sont policiers environnementaux, c'est marqué dans leur dos. Et ils ouvrent les poubelles et ils cherchent quelque chose qui va permettre d'identifier à qui est cette poubelle. Là, preuve, ils vont chez la personne avec le sac, lui rentrent dans cette poubelle et ils la rebalancent. Une lettre que tu laisses ou un truc comme ça, il y a l'adresse. Ouais. Les caméras, donc, à part sur la place de la mairie, les caméras sont inexploitables. Les vidéos. Alors, il y en a une qui est particulièrement place de la mairie. Si vous faites attention, quand vous êtes à Bella Pizza, il y a le poteau, elles sont en haut là. Eh bien, si vous reculez, vous prenez la route de Camaret là, vous apercevrez qu'en fait, devant les caméras, les platanes ont poussé là. Et les caméras, elles filment les feuilles des platanes. Voilà. Il faut juste tailler la branche du platane en fait. Pas compliqué à faire. Voilà. Mais c'est vrai que la meilleure solution pour pallier à ces problèmes d'incivilité d'une part, c'est je dirais même plus la prévention, puisque quelqu'un qui est dans l'incivilité, il est conscient de ce qu'il fait en fait en principe. Mais rappel à l'ordre, et puis après répression, c'est verbalisation. Mais rappel à l'ordre d'abord, et attention, ça se fait pas en gros. Et puis si là la personne ne comprend pas, ben après c'est répression, c'est verbalisation. Mais pour ça, il faut prendre la personne sur le fait, ou alors pouvoir prouver que le sac poubelle qui est là, il appartient à monsieur ou madame un tel. Et si admettons on voit quelqu'un faire, on peut prendre une photo? Oui. Faut... Dans ces cas-là, il vaut mieux aller à la police municipale et dire voilà, j'ai vu telle personne. Oui, Claude. Hier, je suis allé au Baltrap et À Louvain. j'ai eu la surprise de voir un tas d'évorites, sûrement des évorites avec un moitié. Le gars, ça coûte un bras pour le mettre dans le circuit de production. Donc, ils n'ont pas rebouché le Baltrap, ils n'ont pas refermé. Là derrière, les gars, ils se rentrent dans le dedans. Il va falloir se mis en remorque pour enlever la merde qui sont... C'est vrai, ce que soulève Claude, ça va au-delà de l'ordure ménagère et du lit cassé ou du frigo cassé en ville, mais c'est aussi déplorable. On voit dans les campagnes, au fond des chemins, au bord de l'Ouvèze, les artisans ou les particuliers qui vont vider leur gravat d'un coup de benne n'importe où. Ça, malheureusement. Il y a un maire qui a laissé sa vie. Oui, bah, le maire qui a laissé sa vie il n'y a pas longtemps, c'est pour ces raisons-là d'ailleurs. Il a voulu un petit peu s'interposer, le pauvre. Ça lui a coûté cher. Mais c'est vrai que là, ça aussi, alors par contre, sur ces discussions-là, je dirais qu'au-delà de créer une brigade environnementale qui nous coûte très cher, notre police municipale peut le faire aussi. Oui, voilà. Pardon ? Pour l'instant, je ne sais pas. Après mars, je saurai. Oui, non. S'il vous plaît.
que dans le cadre de la tranquillité publique, vous mettrez un terme au bruit infernal auquel on a droit à chaque téléthon dans le centre-ville, même si c'est quelque chose de très respectable? Je pense qu'il y a d'autres endroits pour faire ce genre d'activité. Et surtout, je pense que ça nuit au téléthon. Parce que, notamment sur tout le sud du centre-ville, je pense que les gens ont une tête comme ça pendant tout le week-end et sont obligés de quitter leur domicile pour ne pas avoir à subir ça pendant des jours. Tout le monde voit ce que veut dire Laurent? Lors du téléthon tous les ans, sur le parking de la Maison des Jeunes, ils font venir, je dirais, des voitures très bruyantes, on va dire, hein, et ils font le but, c'est de faire crisser les pneus et de faire le plus de fumée possible. Ah. Et ça dure toute la journée. Vous l'avez vu, non? Ouais. Mais c'est juste insupportable. À une époque où on parle d'environnement, on parle d'un tas de choses comme ça, on parle de sécurité. On a ces voitures qui tournent. Et les gens qui habitent à côté, je peux vous dire que ça pue le goudron et ça pue le pneu cramé, quoi. Puis alors, au niveau bruit, je ne parle même pas, c'est infernal. Oui. Alors, il y a deux solutions. La première, que je pense être celle qu'on optera, c'est de supprimer ça, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tolérer ça en ville, quoi. Oui. Donc dans ces cas-là, on supprime aussi la fête foraine, parce qu'elle fait beaucoup trop de bruit pour tous ceux qui habitent dans le centre du village. Oui, non, mais je pense qu'après, il y a, oui. Là, il y a le bruit, mais il y a surtout la pollution, c'est énorme ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. Je trouve ça moi très bien. Vous trouvez ça très bien? J'habite à côté. D'accord. Et j'entends ce bruit aussi pendant les 2 jours, et c'est pas toute la journée, ça commence à l'après-midi. Oui, c'est l'après-midi, ouais. Et après, je suis désolée. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Bah, effectivement, ça fait du bruit, bah, le fourrage, ça fait du bruit, il y a plein de choses qui font du bruit. Ouais, mais peut-être qu'on peut peut-être trouver d'autres activités moins polluantes pour l'environnement, pour le téléthon, que cramer des pneus et brûler du goudron. Hein. Mais bon, après, voilà, on va... C'est vrai que c'est hyper... Au-delà du bruit, c'est la fête foraine fait du bruit, je suis d'accord, mais au-delà du bruit, c'est hyper polluant. C'est pour ça, à notre époque... Mais bon. D'autres remarques ou d'autres questions? Sur les avions, est-ce que vous savez s'il y a eu un surcroît d'activité quand même depuis le mois d'août, comme ça? Moi, je ne demande pas que les avions ils arrêtent de voler, mais est-ce qu'on sait si ça va durer comme ça? Parce que là, ils tournent marron, clairement. Clairement, ils atterrissent, ils redécollent, ils font que ça toute la journée. Est-ce qu'on peut savoir, il y a moyen de savoir si ça va durer dans le temps ou pas? Alors, là, comme ça, à froid, je ne sais pas. En tout cas, il est sûr qu'il y a eu une recrudescence d'activité après les vacances d'été, là. Hein. Je pense que vous le savez tous. Oui, ça on l'a entendu. Mais au-delà de ça, la base d'Orange est une base de transformation de pilotes, français et étrangers. C'est-à-dire que tous les pays à qui la France a vendu les Mirage 2000, eh bien, ces pilotes-là sont formés à la base d'Orange. En plus de nos pilotes français. Donc, si vous, par moment qu'il y a des grosses promotions, des grosses périodes de formation, c'est sûr que ça augmente le turnover au-dessus. Et s'ils font que se poser et décoller, pardon, c'est parce qu'ils s'entraînent justement à se poser, à décoller. Et ils tournent, en fait. Ça, c'est le constat, hein. C'est le constat. Ouais. Alors, l'évolution, vous l'avez dû le voir dans les médias ou l'entendre dire, on a la Rafale qui va arriver. Vous le savez. Alors là aussi, il y a beaucoup de craintes sur le Rafale. Le Rafale est un avion qui fait plus de bruit parce qu'il a 2 moteurs au lieu d'1, et puis aussi parce qu'il est beaucoup plus puissant. Donc il est plus bruyant. Et donc plus puissant. Mais du fait qu'il est plus puissant, ce qui n'est pas forcément une satisfaction, mais bon, de ce fait-là, il décolle beaucoup plus vite. Donc le bruit dure beaucoup moins longtemps, et quand il se pose, c'est pareil. Alors, oui, mais j'ai vu faire. Et au-delà de ça, le Rafale, quand on l'aura Orange, on n'aura plus les 2000. Donc on n'aura plus l'escadron de transformation de pilotes. Donc on n'aura plus la partie école de formation pour les pilotes. On n'aura plus que les Rafales de combat. Et la pollution. Je vous entends pas. S'il vous plaît, madame, vous voudrez parler? Par rapport à la population, il ne peut pas y avoir une baisse des impôts locaux ou un truc par rapport à cette évidence, quoi. Parce qu'effectivement, c'est un village aussi tranquille que ça, quoi.
au niveau C'est vrai. C'est pourquoi pas une réflexion à mener. Oui. Faire remonter que depuis le centre à Orange et tout ça, il y a un impact quand même sur la population et que nous, les impôts locaux, ben, ils ne baissent pas plus que d'autant. Et avec la zone de bruit qu'il y a sur le Pierre, parce que souvent la zone de bruit passe ici, mais elle passe pas derrière le portail, hein, parce que c'est plus la zone de bruit. Et avec la zone de bruit, le maire n'est pas obligé de faire des logements sociaux. Oui. Alors là, on aborde la loi SRU. Ah ouais. Concernant les taxes, pour répondre à vous, concernant les impôts locaux, c'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être, je ne sais pas, une réflexion là-dessus. Est-ce que quelque chose est possible? C'est des questions qu'il faut se poser. On pourra se les poser à ce moment-là, oui, mais il faut étudier le dossier. Je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Là, c'est quelque chose qui remonterait au moins jusqu'à la région. Hein. Oui. Ouais, attends, je vais y venir après. Ouais. La loi SRU concernant les logements sociaux. Alors, la loi SRU, aujourd'hui, elle impose 25% de logements sociaux sur les communes. Chaque fois qu'un projet immobilier se crée, il faut 25% de logements dits sociaux. Ça, c'est la loi SRU, de base. Après, la commune de Jonquière, par exemple, on est impacté par deux éléments, le plan particulier risque inondation et le plan d'exposition au bruit. Ces deux éléments associés font que la surface constructive de la commune de Jonquière est fortement impactée. Et pour partie autorisée à la construction, mais avec des grosses restrictions de vie sanitaire et autres. Donc de ce fait, on est exempté du seuil des 25%. Ce seuil des 25%, on en est exempté sur un certain nombre d'années. Et à chaque fois qu'on arrive au terme de cette autorisation, on va dire, il faut renouveler le dossier pour demander le prolongement de l'exemption de l'application de la loi SRU, donc les 25%. On arrive à la fin de l'année, là, 2019, au terme de l'exemption, de la période d'exemption en tout cas. Donc là, actuellement, le dossier repart. Ça fait partie du plan local de l'habitat. Et là, donc, c'est l'intercommunalité qui a la compétence. Et c'est l'intercommunalité qui a instruit le dossier pour, eh bien, demander la prolongation de cette exemption d'application des 25%, dans le cadre de l'impact lié au PEB et au PPRI. Ça a déjà été accepté au SCOT. Bon, ben voilà. Alors, le SCOT, c'est le syndicat de cohérence territoriale. En fait, en termes d'urbanisme, il y a trois niveaux. Il y a le SCOT, syndicat de cohérence territoriale, et nous, on appartient au SCOT d'Avignon, qui monte jusqu'au nord d'Orange, en fait, hein, et qui va jusqu'à Dangar. Et ensuite, après le SCOT, il y a l'Interco, après l'Interco, la commune. Donc tout ce qui est dossier d'urbanisme, en l'occurrence celui-là, j'en fais partie, donc le SCOT a validé donc cette semaine. D'accord. Donc le dossier a été validé au SCOT déjà. Donc maintenant, il va revenir sur l'Interco, et après il partira à l'État. Pour nous exempter, ou pas. Tant qu'on n'a pas la réponse définitive, on ne va pas se prononcer. Hein. Mais c'est pas nous qui décidons, nous on fait une demande. Mais pour les inondations, quand des personnes veulent faire un mur, on leur oblige, je dire en mot, des barbacanes. S'il y en a qui le savent ce que c'est, ça. Je sais pas. Ah. Et il y en a un qui a construit, quelque chose de bien placé, qui est pas trop loin de l'ouest, il a fait un mur de 2,50 m, il n'y a aucun trou, plus, je pense qu'il y a un ou une, barbacane. Barbacane, ce sont les trous qui sont à la base du mur, pas assez haut. Quand on est en zone donc inondable, normalement on ne peut pas faire de murs d'enceinte qui vont freiner l'eau en fait, puisque ça va faire monter l'eau, elle va partir chez le voisin, ainsi de suite. L'eau doit pouvoir passer. Et les barbacanes, comme dit Joël, ça consiste à laisser, on va dire, des ouvertures dans les bas de mur, au niveau du sol, pour que l'eau puisse passer. Donc en gros, on peut vous autoriser aujourd'hui à faire un mur de 60 cm, par exemple, de hauteur, 3 rangs par pain, mais vous devez faire des ouvertures en bas. Pour le... c'est... Ah oui. C'est des règles imposées par l'État. Hein. La déviation du reste est en cours. Oui. On risque d'avoir les camions sur le terrain. Il va y avoir un transfert. Hein. Il y a des vases communicants après. Hein.
Pardon? C'est répressif, là. Ouais. Malgré qu'il y ait une limitation à 70, à 80, Alors, je voudrais finir sur les avions, parce que madame il fait repenser. Je crois que ce qui va nous permettre de... Comment dirais-je? De dire qu'on pourrait avoir moins de bruit, je dis bien qu'il pourrait avoir moins de bruit, avec l'arrivée du Rafale, c'est qu'un, on n'aura plus l'escadron de transformation des pilotes, donc du coup on n'aura pas ces périodes de formation avec la présence des stagiaires sur la base. On n'aura que les pilotes de combat chevronnés, formés pour le combat aérien. Donc ils seront que sur des heures opérationnelles de combat, on ne sera plus sur des formations. Le même escadron qui est là aujourd'hui, il existe pour les Rafales, mais il est, je ne sais plus, sur le Mont-de-Marsan ou Saint-Dizier, il n'est pas ici. Donc ils iront se former chez les autres. Donc c'est nos collègues de Saint-Dizier ou de Mont-de-Marsan qui se plaindront. Le brouillard de Metz, de Saint-Dizier. Voilà. Donc je pense qu'on devrait pas être... On devrait être gagnant en tout cas au niveau bruit. Mais l'expérience, enfin l'avenir nous le dira. Pardon? Quelle échéance? Oui, d'accord. Alors l'échéance, au départ, elle avait été annoncée en 2023. Et puis ça bouge, hein, en fait. Hein. C'est les finances qui font bouger l'échéance. Après, on nous a dit il y a quelque temps, les premiers arriveront en 2021. Et puis maintenant, ça a encore changé, on nous dit 2024-2025. Voilà. Donc là, ça 2024-2025, c'est pour un problème budgétaire, vous en doutez bien. Hein. Ça coûte cher à Rafale. Ça, c'est le principe de tout avion. Hein. Quand un avion est mis en service, en principe, le prochain est déjà en réflexion. Mais sachant que la base aérienne, alors, on a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens que le bruit dérange. Le bruit dérange toujours tout le monde, on est bien d'accord. Mais les chiffres que je vais vous donner, datent de 2012. En 2012, donc à l'époque, la présence de la base aérienne à Orange renvoyait sur l'économie du bassin de vie d'Orange 35 millions d'euros par an. De renvoi direct et indirect en fait. Hein. Ce que la base générait comme dépenses pour son quotidien, sa logistique, son entretien, les artisans qui venaient travailler sur la base, les marchands de fruits et légumes, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais aussi tous les militaires qui vivent dans la région, hein, parce qu'ils sont affectés sur la base d'Orange. Les enfants de ces mêmes militaires qui sont dans nos écoles, et ainsi de suite. En 2013, c'était 35 millions d'euros d'injectés dans notre économie. Pour ça que chacun a le raisonnement qu'il veut sur ça, hein, mais la base aérienne date de 1937, ici. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui a connu la région sans la base. Si demain la base s'en va, on n'aura plus de bruit. Mais l'économie locale, elle va s'écrouler. La Légion a été remplacée et ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'avant. Mais donc, allez, vous vous rappelez, pour ceux qui sont à Jean-Garde depuis plus longtemps, vous savez que la base d'Orange, elle a été un petit peu mise sur la sellette il y a un peu plus de 10 ans maintenant. À l'époque, c'était Orange ou Cambrai qui devait fermer. Une des deux devait disparaître. Et Orange est passé pas loin de la trappe. Et puis, par l'intervention du député de l'époque, Thierry Mariani, il a réussi à maintenir Orange au détriment de Cambrai. C'est donc la base de Cambrai qui a fermé, Orange a été maintenue. Mais il faut dire qu'à Cambrai, ils ont pleuré. Hein. Ils ont pleuré. Hein. Parce que tous les militaires qui étaient sur la base ont mis leur maison en vente à l'époque. Hein. Et ils ont vendu leur maison bien en dessous de ce qu'elle valait. Parce que tout l'immobilier s'était cassé la figure. Il y avait trop de biens immobiliers qui avaient été mis en vente dès l'annonce de la fermeture de la base. Des artisans qui ont déposé le bilan. Des commerces qui ont fermé, des petits villages autour de Cambrai qui avaient moins d'enfants dans les écoles, des classes qui ont fermé, et ainsi de suite. Parce que quand vous avez 1200 familles qui s'en vont, l'économie locale, il est impacté immédiatement. Hein. Donc, voilà, il faut tout considérer là. Un village comme Jean-Pierre, par exemple, vous avez beaucoup de militaires en activité, beaucoup de militaires en retraite qui, du coup, ont connu Jean-Pierre parce qu'ils ont été affectés chez la base à une époque dans leur carrière, et puis qui finalement ils ont pris leur retraite. Entre autres, c'est mon cas. Et on est plusieurs dans la salle dans le même cas là. Voilà.
Donc, les enfants de ces mêmes militaires qu'à l'époque ont découvert Jonquière par une affectation, qui sont là aussi, ainsi de suite. Donc, les villages autour de ces bases aériennes, finalement, ont prospéré grâce à ces bases aériennes. Donc, il faut s'imaginer ce qu'elles pourraient être sans ces bases aériennes après. On pourrait des constructions. Après, voilà, après c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qui vaut mieux, avoir du bruit ou avoir une économie qui se casse la figure? Certains m'avaient dit à une époque, ils ont qu'à faire une base sans avion. Une base sans avion, il n'y a pas de base. Ouais. Pas mal aussi. Donc bon, c'est pour ça qu'après, le débat est large, le débat est compliqué. Ce que je vais vous proposer, si vous le voulez bien, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. On a préparé un petit apéritif dînatoire derrière. On va sortir les jus de fruits et puis les jus de raisin. Et de quoi grignoter un morceau. On pourra toujours continuer à débattre devant un verre et devant un petit toast. Alors, en tout cas, merci à tous d'être venus. Sur les tracts qu'il y a dans vos boîtes aux lettres, qu'on vous distribue régulièrement pour annoncer nos réunions, en bas, il y a mon adresse mail, mon numéro de téléphone portable. Donc, si vous avez besoin qu'on se rencontre, si vous voulez qu'on dialogue d'un sujet quelconque, si vous voulez faire part de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer soit un mail, soit à me téléphoner. Voilà. Donc, prochaine réunion le 16 novembre, même endroit, même heure. Mais d'abord, on va boire un coup et on mange un morceau. Merci à vous.